Alors, mesdames, messieurs, d'abord, merci infiniment pour votre présence. Et puis, je suis impressionné à l'heure, comme ça. Bon, nous sommes tous à l'heure, c'est formidable. Voilà ce que je vous suggère. Je vais céder la parole à monsieur le professeur de Watripon, qui est le président du conseil stratégique que nous avons mis sur pied dans le cadre de Get-up Wallonia, et qui est un conseil composé, comme il va l'expliquer, de 9 professeurs d'université. Il va expliquer la méthodologie et bien sûr l'essentiel d'un très lourd et épais rapport. Et puis je reprendrai, si vous le voulez bien, la parole pour remettre dans le contexte global et rappeler une fois encore le contexte global de ce que fait pour le moment le gouvernement et voir où est la place notamment des travaux du Conseil stratégique. Voilà, si vous le voulez bien, je cède la parole à monsieur le professeur Mathias de Watripon. Voilà. Un grand merci, Monsieur le Ministre-Président. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter brièvement ce rapport. Rapport qui, comme la prochaine slide va l'indiquer, a été écrit par... je ne sais pas si la slide arrive. Oui, voilà. Qui a été écrit par 9 professeurs. Donc, vous avez Anne Eldenberg de l'Université de Mons, Annick Castio de l'Université de Namur, et future rectrice, d'ailleurs, première rectrice de l'Université wallonne. Et puis Catherine Fallon, Éric Aubruge et Jérôme Schoenmakers de l'Université de Liège. Et enfin, Marthe Nissens, Michael Petitjean et Géraldine Thierry de l'Université de Louvain. Géraldine également de l'ICHEC et future régente de la Banque nationale de Belgique, et enfin moi-même qui enseigne à l'ULB. Ce travail, comme la slide suivante va indiquer, est un travail, une co-création très très collective avec beaucoup de gens qui ont été impliqués. Donc le processus de Get-up Wallonia s'est basé sur les travaux cet automne de 3 task forces qui comprenaient chacune des acteurs de terrain, des partenaires sociaux, des acteurs publics. Donc une task force économie et territoire, une task force emploi, social et santé et une task force environnement. En outre, il y a eu une consultation citoyenne et enfin, le Conseil économique, social et environnemental a remis un avis détaillé. Le Conseil stratégique qui a travaillé dès le mois de septembre, a également réfléchi à une série d'éléments. Et enfin, tout ça a été fait avec l'aide d'un consortium de consultants qui ont notamment, outre le soutien qu'ils nous ont tous accordé, fait une analyse préalable de la Wallonie et une analyse de benchmarking. Alors tout ceci a conduit, donc depuis le mois de janvier, le Conseil stratégique analyse ces différents inputs et essaye d'offrir une vision cohérente. Toutes ces propositions ont été d'abord résumées en 405 propositions qui, in fine, ont été traduites en 51 actions. Donc ça, c'est le processus d'analyse. Et je dois dire que cette analyse s'est faite, on va dire, un petit peu à la scandinave, souvent montrée comme modèle de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a pu réfléchir en toute indépendance académique, tout en interagissant évidemment avec tous les acteurs. Et puis maintenant, le rapport est rendu public et ce sera au gouvernement de se saisir de ce rapport et d'en faire les choix évidemment démocratiques, politiques, qui sont sa prérogative. Donc voilà, ça c'est la manière dont le processus est organisé. La slide suivante vous donne une vision et quelques éléments structurants. L'objectif largement partagé par tout le processus, et ça va même plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, l'Europe est également très fort dans cette vision-là. Tous les astres sont un peu alignés.
L'idée ici, c'est de faire de la Wallonie une région résolument tournée vers une prospérité plurielle, je reviendrai sur ce mot de pluriel, à travers le territoire, les entreprises, les citoyennes et citoyens, et qui intègre les enjeux d'équité intergénérationnelle, notamment, évidemment, tout ce qui concerne les jeunes et leurs inquiétudes légitimes par rapport au climat. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vision générale. Alors quelques grands principes, d'abord quelques évidences, deux évidences, prendre en compte les impacts et les leçons de la pandémie actuelle, et privilégier une vision systémique dans une logique de triple dividende économique, sociale et environnementale. Alors, pas mal d'acteurs des différentes task forces et les membres du Conseil stratégique mettent en avant une série de principes de bonne gouvernance. Donc, il est utile d'évaluer l'implémentation des différentes idées de manière indépendante et régulière, d'assurer une gouvernance adéquate et une numérisation planifiée, puisque aujourd'hui, évidemment, avec la crise, la numérisation et tout son potentiel ont été démultipliés. Et enfin, simplifier les structures et éviter le saupoudrage. Ça, c'est, disons, des idées, disons, sur la manière d'implémenter les choses. Pour le reste, en termes de grandes orientations et de gestion des contraintes, profiter des opportunités internationales. Le local, c'est important, il doit être développé, l'économie circulaire et tout ça. Ceci étant dit, la petite Wallonie a, comme toute une série de régions d'Europe, des opportunités énormes grâce au grand marché européen, et il convient de saisir ces opportunités pour s'assurer de prospérer. Tout le monde sait qu'un des défis importants de la Wallonie, de Bruxelles aussi d'ailleurs, c'est un taux d'emploi insuffisant. Ce n'est pas un taux d'emploi public insuffisant, c'est un taux d'emploi privé insuffisant. Donc il est important de développer les activités privées pour veiller à créer plus de bons emplois, pas de mauvais emplois, de bons emplois. Maintenant, ceci étant dit, ça doit être pluriel, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les entreprises à but lucratif, qui sont très importantes, mais en termes de services et de création d'emplois, l'économie sociale et différentes initiatives collaboratives, coopératives, etc. sont très importantes également. Et on a besoin de tous ces acteurs pour arriver à redresser ce taux d'emploi. Enfin, deux contraintes. Il faut maintenir la soutenabilité des finances publiques. Il ne s'agit pas ici du tout de faire de l'austérité. Un réinvestissement est important. Ceci étant dit, il est important de maintenir, d'avoir des finances publiques soutenables, parce que sinon, on va le payer un jour. Enfin, nous sommes, comme toutes les régions d'Europe, dans un processus nécessaire de réduction des émissions, et donc il est important que la Wallonie, respecte ses engagements au niveau européen et traduise cela par un budget carbone qui permette de faire des choix informés sur là où on veut dépenser de l'énergie et là où il est possible de l'épargner. Donc voilà, ça c'est, disons, quelques grandes idées qui ont traversé toute l'analyse. Alors la slide suivante vous montre un petit peu le schéma général donc, de cette prospérité plurielle avec équité intergénérationnelle. Et vous avez un cercle qui montre que tout est dans tout un petit peu. Donc en rouge, là, assurer la soutenabilité environnementale. En orange, amplifier le développement économique. En bleu, soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion sociale de chacune et chacun. Enfin, en vert, miser sur la jeunesse et les talents des Wallonnes et des Wallons. Et au centre, garantir une gouvernance participative et innovante. Alors certains diront c'est difficile de ne pas être d'accord avec tout ça. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que j'ai senti qu'il y a un accord assez important sur ce projet, pour lequel on ne va y arriver qu'en mettant un peu tout le monde à la tâche. Maintenant, soyons clairs, l'aspect, et d'ailleurs c'est au centre, garantir une gouvernance participative et innovante. Le défi sera d'arriver à faire tout ça. Je dirais que la Wallonie ne manque pas d'idées,
mais il est important de concrétiser toutes ces idées. Et ça, il y a toute une série de suggestions émanant des task force et tout ça, qui sont reprises ici pour arriver à améliorer, disons, l'implémentation de ces différentes idées. Alors, sans vouloir être trop long, quelques points clés de ces 5 axes. Donc, chaque axe est décliné en mesures, elles-mêmes déclinées en actions, et on arrive à 51 actions. Donc, la slide suivante parle de miser sur la jeunesse et les talents des Wallonnes et des Wallons. Donc 4 mesures, 11 actions, notamment beaucoup de choses sur la formation en alternance, formation tout au long de la vie. Donc ça, c'est évidemment très très important donc, pour augmenter le taux d'emploi. L'accent sur les STEM, les STEAM, les STEAM. Donc ce sont S, c'est pour science, T pour technologie. En anglais, c'est E, engineering, sciences de l'ingénieur en français, ce serait un I. M, les mathématiques. Et alors, de plus en plus, il est important de mettre l'accent également sur le A, les arts, sachant que beaucoup d'activités artistiques aujourd'hui sont liées aux technologies et il y a toute une série de choses intéressantes à faire là. L'inclusion numérique, évidemment. Bon, l'Europe le demande déjà et le plan de relance et de résilience européen intègre ces aspects-là, évidemment, à côté de l'aspect environnement, mais il y a moyen de faire plus de choses et en effet combattre la fracture numérique. De nouveau, pour augmenter le taux d'emploi, on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, avec une série de chocs liés à la crise Covid, il est clair que pour arriver à avoir de l'emploi, une maîtrise suffisante des technologies numériques est importante. Et de ce point de vue-là, il y a une série d'idées dans le rapport qui veillent à améliorer l'inclusion numérique. Enfin, la recherche d'excellence, recherche universitaire, mais aussi recherche plus stratégique, plus appliquée. Et il y a toute une série d'idées sur le développement de la recherche. À chaque fois, on fait appel à une série de bonnes pratiques, lorsque c'est possible, pour dire, ben voilà, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Dans certains cas, il suffit parfois de copier une série de choses qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, assurer la soutenabilité environnementale, 4 mesures, 11 actions. Ce budget carbone dont j'ai parlé, donc quelle est notre utilisation du carbone et comment, disons, arriver à faire des économies, une meilleure efficacité à différents endroits pour pouvoir continuer à dépenser là où c'est vraiment nécessaire. Donc il y a une série de choses qui sont mises en avant. Une des solutions, c'est évidemment un meilleur système de transport. Il y a toute une série d'idées sur l'intermodalité pour arriver à mieux optimiser ça. La gestion des ressources, les forêts, l'eau, toute la question de la biodiversité. Il y a une série d'éléments importants là qui contribuent au bien-être et à la soutenabilité de notre région. Et enfin, disons, les friches industrielles qu'on peut assainir et redévelopper et connecter ça au développement des centres-villes. Parce que donc il y a toute une série de choses sur la ruralité, mais il y a également une série de choses sur les villes, évidemment. Alors, la slide suivante, amplifier le développement économique, 4 mesures, 14 actions. Comment évaluer les chaînes de valeur où nous faisons bien et donc que l'on peut développer. Comment, disons, dans une approche notamment d'indépendance par rapport à une série de secteurs stratégiques. On l'a vu qu'évidemment, dans cette crise, il y a parfois des trous et on peut être fragilisé. Ceci étant dit, il est important également de s'assurer qu'on remplit ces trous de manière efficace et qu'on fasse ça là où on a un avantage comparatif, parce que sinon, ça peut être utile d'avoir un voisin européen qui nous fournit. Donc voilà. Alors, les questions de souveraineté alimentaire, c'est clair qu'il y a là des choses tout à fait importantes qui peuvent être développées aussi.
L'économie plurielle, donc, comme je l'ai dit, c'est également l'économie sociale qui doit être développée, qui est également une source d'emploi importante et de service à la société. Je crois qu'on parle de réindustrialisation et je crois qu'il y a des endroits où ça a tout à fait du sens de le faire. Maintenant, ne nous trompons pas, une bonne partie de cette réindustrialisation ne se fait pas via une kyrielle d'emploi, mais c'est souvent des robots et des emplois très qualifiés. Donc c'est important pour notre prospérité, ce n'est pas suffisant pour notre emploi. Et donc pour notre emploi, il faut réfléchir également à d'autres secteurs. Enfin, marché public, c'est clair que les marchés publics, ça représente une proportion non négligeable de l'activité économique et il est important de maximiser l'utilisation de ces marchés publics d'un point de vue tant de durabilité, clause environnementale, clause sociale, etc., mais également pour valoriser l'emploi local. Il est utile, si on construit, notamment il y a une série de projets liés à la construction, c'est quand même pas mal d'arriver à employer des travailleurs wallons, ce qui peut nécessiter de les former, et donc tout ça se tient. Donc voilà, alors il faut faire ça de manière, évidemment, tout en respectant les contraintes européennes. Mais comme l'Europe nous demande d'augmenter notre taux d'emploi, c'est une bonne idée de le faire, notamment via les marchés publics. Alors, soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion sociale de chacune et chacun. 3 mesures, 8 actions. Ici, de nouveau, on parle d'emploi, mais c'est l'accompagnement et le retour à l'emploi pour des gens qui sont éloignés du marché du travail, qui ont une série, disons, de déficits par rapport à leur employabilité. Il est important de les aider parce qu'à nouveau, on a besoin de tout le monde si on veut cette prospérité et ce taux d'emploi élevé. Alors évidemment, sur la santé, c'est très très important. Il y a toute une initiative de proposition de réseaux de santé solidaires et de proximité, y compris les questions de santé mentale. Et enfin, à nouveau, on sait que cette crise a impacté beaucoup de gens, mais notamment toute une série de gens fragilisés. Et il est important de permettre un accès complet à l'économie et à la société. Donc l'égalité des genres est très importante. Les femmes, et en particulier les mères de famille, ont été beaucoup touchées par la crise. Il est important de les aider. Également, une lutte contre toutes les discriminations. À nouveau, je crois qu'ici, c'est important socialement, mais aussi économiquement, pour permettre à tout le monde de contribuer. Enfin, même si j'ai déjà... ce thème de la gouvernance est un peu transversal et dans plein des projets des 4 premiers axes, des recommandations sont faites en matière de gouvernance. Il y a également des choses plus spécifiques à la gouvernance, 3 mesures, 7 actions, toute une série d'idées sur des administrations plus innovantes. Ça implique évidemment l'utilisation du numérique. Donc, comme on dit, gouvernance du numérique et par le numérique, et disons, une incitation à la participation citoyenne, parce qu'il y a des bonnes idées partout, et donc ce sera en même temps un gage d'efficacité et également un gage de légitimité des politiques publiques. Voilà, alors peut-être en terminant brièvement, c'est une des questions qui nous avait été posée, notamment la dernière fois qu'on a vu le gouvernement. Oui, mais jusqu'où faites-vous des choses directement concrètes par rapport à la crise du Covid? Eh bien, quelques exemples ici parce que on décline dans le rapport les idées qui peuvent donner des résultats déjà dans les 2 ans, et puis celles qui vont plutôt prendre 5 ans, voire plus. C'est sûr que quand, par exemple, on met l'accent sur l'apprentissage des langues, l'immersion, c'est une bonne idée. L'immersion, même en maternelle, en primaire, c'est pas ça qui va changer l'économie wallonne dans les 2 ans. Maintenant, il y a une série de choses. Donc, les 51 actions mériteraient de démarrer tout de suite, mais certaines vont mettre plus de temps que d'autres à se concrétiser.
avoir des effets. Mais ici, par exemple, voilà une série, c'est non limitatif, mais en termes de relance économique, il y a des propositions très concrètes pour éviter la faillite, assainir la situation financière et permettre aux entreprises de repartir sur des bases saines. C'est notamment sur toute une série d'idées concernant leur financement qui s'orientent plus vers des fonds propres que des dettes, une transformation soit en fonds propres, soit en titres financiers hybrides, réduire la discrimination et inégalité de genre et ou inégalité sociale, pour notamment par rapport à toutes ces nouvelles contraintes liées au télétravail, etc., la garde des enfants et tout, il y a des choses qui sont proposées ici. Sur l'emploi, évidemment, il y a plein de choses, mais mettre en place un système ciblé d'aide à l'embauche pour les gens qui viennent de perdre leur travail et qui soient peut-être assez rapidement réallouables, augmenter les dispositifs de formation en alternance qui peuvent assez rapidement faire face aux demandes d'emploi et utiliser l'effet de levier du secteur de la construction. C'est clair qu'ici, on va avoir une demande très forte, très rapidement, et des formations ciblées et rapides peuvent être très, très, très utiles pour que ces nouvelles dépenses, ces nouveaux investissements publics aient vraiment un effet multiplicateur sur l'économie wallonne. La jeunesse est évidemment un thème important. Donc, il y a des mesures visant à assurer le développement personnel, services citoyens, choses comme ça. La jeunesse s'intéresse à raison beaucoup à l'environnement et il y a plein de choses qui vont permettre de s'épanouir dans un environnement plus sain. Tout ce qui est, comme on le sait, en général, plus on est jeune, mieux on est bon, plus on est bon en nouvelles technologies, toute une série d'idées pour exploiter le potentiel d'innovation via les nouvelles technologies et faire ça de manière ouverte pour permettre à toutes les idées d'arriver, et puis faciliter la participation à la gestion publique, à nouveau en partie par le numérique, mais aussi par l'ouverture par rapport aux citoyens. Enfin, au niveau santé, on sait que la santé mentale, c'est quelque chose qui est très, très important et un gros problème aujourd'hui, et il y a des idées qui veillent à porter une attention particulière au bien-être psychologique de la population. Voilà, il y a beaucoup plus de choses dans ces 380 pages. Enfin, attention, dans le corps du texte, on fait une petite centaine, et puis il y a toute une série d'annexes qui montrent bien d'où vient l'inspiration. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Professeur. Et avant de céder la parole, Mesdames et Messieurs les journalistes, quelques mots. Et là, moi aussi, je me suis permis de préparer une diapositive pour tenter d'expliquer l'ensemble du mécanisme mis en place par le gouvernement. Ce qui vient d'être présenté par le professeur M. de Watripon est le fruit d'un travail intense mené depuis plusieurs mois maintenant. Et je voudrais d'ailleurs saluer le travail des 9 professeurs d'université et les remercier très, très chaleureusement. Le gouvernement se devait de se projeter dans la période post-Covid. Et en fait, comment envisager la Wallonie après le drame sanitaire, économique, psychologique que nous connaissons? C'est une question très importante, et c'est pour répondre à cette question que le gouvernement a lancé cette vaste opération qu'on a appelée Get Up Wallonia. Alors, il y a eu, et vous voyez, c'est le premier rectangle, d'abord un travail préliminaire de notre consultant, le consortium coordonné par PricewaterhouseCoopers, et je vois que M. Axel Kommer est là, et je voudrais le saluer et le féliciter. Il est responsable de PricewaterhouseCoopers pour l'excellent travail réalisé. Et vous voyez qu'on a d'abord commencé par faire une analyse de 6 régions
inspirantes qui peuvent inspirer la Wallonie, c'est la Flandre, la Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne, le Pays basque en Espagne, le Limbourg aux Pays-Bas, le sud-est de la Suède et l'Occitanie en France. Ensuite, le gouvernement a mobilisé et réuni 250 experts de terrain dans 3 task forces. Et vous voyez les 3 task forces, une task force économie, une task force sociale, une task force environnementale, et ont notamment participé à ces task forces les partenaires sociaux, une vingtaine de patrons d'entreprises, des responsables d'institutions, des acteurs du secteur social, des acteurs de secteurs liés à l'environnement, des scientifiques. Par ailleurs, et c'est le dernier rectangle que vous voyez en blanc, une large consultation citoyenne a été organisée pour toute la population wallonne pour permettre à chaque citoyen qui le souhaitait d'émettre ses propositions pour le renouveau de la Wallonie. Et la consultation citoyenne a permis de rassembler 53 500 contributions. Alors, l'analyse des 6 régions de référence, les travaux des 3 task forces avec les 250 acteurs de terrain et la consultation citoyenne, tout cela constitue un énorme et unique travail dans l'histoire de la Wallonie, et ce travail énorme va éclairer, va guider le gouvernement. Le gouvernement, et je remercie encore une fois, va bien entendu essentiellement se baser sur le rapport qui vient d'être fait sur le formidable travail des 9 professeurs d'université. C'est un travail absolument, je dirais, démiurgique, et je pense que c'est un travail d'analyse avec des critères universitaires qui est un travail d'une très grande pertinence. Le gouvernement va se référer également et va refaire une lecture attentive de tout le travail des 3 task forces et des résultats de la consultation citoyenne. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a non seulement une flèche de l'ensemble des acteurs vers le Conseil stratégique avec le rapport qui est présenté aujourd'hui, et le gouvernement aura non seulement le rapport épais du Conseil stratégique, mais refera la lecture de l'ensemble des propositions formulées par les uns et les autres. Alors, avant de prendre sa décision finale, je dirais pour que la Wallonie se réinvente, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pour que la Wallonie se relance, le gouvernement devra également intégrer d'autres mesures, notamment la décision qui a déjà été prise dans le cadre du volet wallon de ce qu'on appelle la facilité pour la reprise et la résilience, qui a été initiée par l'Union européenne. Et là, il s'agit de 24 projets identifiés pour un budget de 1,5 milliard. Le gouvernement devra tout naturellement, bien sûr, tenir compte aussi de la déclaration de politique régionale, et ça c'est la dernière petite case dans un, je ne sais pas ce que c'est un orange mauve, jaunâtre un peu. Donc, le gouvernement prendra en considération les décisions des négociateurs qui ont permis la formation de la coalition gouvernementale actuelle, et ces négociateurs ont prévu 2,47 milliards d'euros d'investissement dans ce qu'on appelle le plan de transition. Et donc, vous voyez qu'il y a toute la dynamique Get Up Wallonia, mais nous allons devoir, pour faire le plan général, on va devoir tenir compte donc de ce qu'on a déjà décidé pour la facilité pour la reprise et la résilience, et bien sûr le plan de transition.
Et alors le gouvernement, ce sont les deux cases jaunes, devra également tenir compte des décisions à venir, ça c'est d'ici la fin de l'année, dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional, mieux connu sous l'abréviation de FEDER. Et là, il s'agit de projets, ce n'est pas le gouvernement qui sélectionne, mais qui seront des projets par appel à projets, sélectionnés par un jury indépendant pour un montant de 750 millions par fonds, c'est-à-dire 1,5 milliard pour les deux fonds. Alors voilà, je voulais vous présenter tout cela parce que c'est au terme de cet énorme travail qu'on accédera à un processus d'une Wallonie qui se réinvente. Et une Wallonie qui peut se remettre à espérer après le drame de la Covid. Mais comme le moment est un moment très important et le rapport du Conseil stratégique est un rapport déterminant, je me dois d'être clair et honnête. Les projets matériels que le gouvernement mettra en place, avec tout quand même ce mécanisme énorme, tous ces projets ne suffiront pas. Il nous faudra aussi le concours, le soutien, la participation, le volontarisme, d'abord des partenaires sociaux, patrons et syndicats, le volontarisme qui doit d'ailleurs percoler partout dans les entreprises, sur le terrain, et même quand les choses iront mal, nous devrons rechercher ensemble les moyens d'en sortir par le haut et garder la dynamique de l'espoir. Le soutien et le volontarisme du monde de l'éducation, malgré l'épreuve terrible qu'il subit à cause de la Covid. Le soutien des associations, des coopératives, des ASBL, de tout qui opère sur le terrain wallon. Pour paraphraser le président John Fitzgerald Kennedy, ne nous demandons plus ce que le gouvernement wallon peut faire pour nous, mais demandons-nous ce que nous pouvons faire pour la Wallonie. Et surtout, faisons retrouver la fierté à toutes celles et tous ceux qui vivent en Wallonie. Et donc, c'est à ce prix, ensemble, tous les acteurs de la société réunis, que la Wallonie se réinventera. Le gouvernement que je préside fera pour sa part le maximum. Et vous voyez le mécanisme que nous avons mis au point, que nous réalisons, et je répète, jamais connu, unique dans l'histoire de la Wallonie, mécanisme pour créer un puissant mouvement post-Covid. Un mouvement qui, je l'espère, sera relayé par les acteurs de la société wallonne. Alors c'est dans cette dynamique globale que le gouvernement appréhende le formidable travail des 9 professeurs d'université, que je remercie encore. Malgré la crise sanitaire qui occupe une grande partie de notre temps, le gouvernement entend s'atteler à la tâche avant les grandes vacances et le gouvernement espère être opérationnel à la rentrée de septembre si, bien sûr, les variants du coronavirus ne viennent pas, une fois de plus, perturber le calendrier des travaux. Voilà. Mesdames, Messieurs, j'ai un peu profité de votre présence pour non seulement remercier le professeur M. de Watripon et toute son équipe, faire rappeler l'ensemble du processus qui devrait nous conduire, après le drame que nous vivons, à une Wallonie qui se réinvente. Et il me reste à vous remercier, et bien entendu, tant le professeur que moi-même sommes à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Oui, d'accord. Hier, le gouvernement flamand a annoncé que 90% de ses projets dans le cadre de son plan de relance étaient déjà activés. Quand le gouvernement flamand, Waterbeek hier a dit ça au Parlement. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait 90% des projets wallons qui sont activés?
Écoutez, félicitons-nous que la Flandre ait 90% de ses projets. Nous sommes dans une situation où les projets, un certain nombre de projets sont en cours, mais nous n'avons pas la prétention d'avoir réalisé 90%. Nous avons aussi à travailler par rapport à la densité d'entreprises et à l'emploi qu'il y a en Flandre. Et donc, la Flandre est toujours inspirante, mais fort heureusement, on ne se lève pas tous les matins en se demandant ce que la Flandre fait pour savoir ce que la Wallonie doit faire. Et donc, la Wallonie a sa feuille de route, une feuille de route structurée, une feuille de route que je répète est historique, et nous allons l'assumer au rythme qui est le nôtre, avec la détermination d'aboutir. Je n'ai pas parlé, monsieur le professeur l'a fait, de la gouvernance de ce que nous sommes en train de réaliser, mais c'est clair que la manière avec laquelle nous allons gouverner chacun des projets qui sera retenu par le gouvernement aura une très grande importance. Et là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, nous devons discuter en gouvernement, mais la manière avec laquelle la gouvernance va s'opérer sera aussi déterminante, parce qu'il ne suffit pas de mettre sur papier des projets et même de dégager des budgets financiers, il faut encore aller au bout. Donc voilà. Mais je ne sais pas s'il faut féliciter la Flandre, mais tant mieux. Mais nous devons travailler à notre rythme. Et croyez-moi, il y a des talents. Et puis je compte sur vous pour un peu d'espoir et pas de défaitisme permanent pour que l'on puisse encourager quand même les femmes et les hommes qui vivent en Wallonie de se dépasser eux-mêmes, parce que ça va dépendre de chacun d'entre nous pour réussir notre entreprise. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée du budget qui sera nécessaire pour mettre en place ces 51 actions, pour autant que les 51 actions soient toutes retenues par le gouvernement? C'est peut-être une question pour M. de Bois-Tripon. Non, je vous avoue que le rapport n'inclut pas d'estimation budgétaire, en partie parce que beaucoup des actions qui émanaient des task force, sans parler de la consultation citoyenne, n'étaient pas totalement chiffrées. Ceci étant dit, il y a des actions qui ne coûtent rien. Une restructuration d'une série de processus, etc., peut même rapporter de l'argent et dégager des moyens. Certaines coûtent à un certain moment au départ, mais peuvent rapporter des choses. D'autres, évidemment, vont coûter. Maintenant, il y a une réflexion qui est faite au sein du rapport sur le fait qu'évidemment, on peut également obtenir une série d'objectifs qui sont détaillés ici via un système de subventions et ou de redevances ou taxes, et d'où le concept qu'on avait mis en avant de tax shift auto-financé, donc sans changer la pression fiscale globale, il y a moyen d'arriver à une série de choses, par exemple en matière de promotion de l'emploi, en matière d'environnement, qui permettent, d'inclusivité sociale, qui permettent d'atteindre ces objectifs à coût constant. Donc, mais certainement, je dirais que là, c'est une question aussi de choix sociétaux, de savoir qui on veut taxer, qui on veut subventionner, mais il y a plusieurs manières de le faire, évidemment, à budget donné. Si je peux me permettre en complément, donc le rapport maintenant va être examiné par tous les cabinets, bien sûr, les cabinets de tous les ministres, et alors il y aura des intercabinets, comme vient de le dire le professeur M. de Bois-Tripon. Il y a des mesures, en effet, qui nécessitent de faibles montants financiers, d'autres vont nécessiter des montants financiers importants. Je pense qu'en termes d'investissement pur, il faudra plusieurs milliards pour réaliser, je dirais, la toute grande partie du plan.
Et tout ça va être alors maintenant budgété, et on verra d'abord qu'est-ce que nous estimons comme étant un montant nécessaire pour prendre en considération l'essentiel des propositions formulées, et puis où va-t-on chercher l'argent. Et donc ça, c'est un travail qui est interne au gouvernement et que nous ferons dans les prochains mois. Mais les cabinets vont se mettre à travailler, je dirais, le temps de prendre connaissance du rapport du Conseil stratégique, et puis il y aura un travail, si nécessaire, un aller-retour avec le professeur de Watripon, s'il y avait besoin de l'une ou l'autre explication. Mais donc la méthodologie sera celle-là. Oui, bonjour. La question s'adresse à vous deux. Si on suit toutes les mesures du plan, vous estimez le nombre d'emplois qu'on pourrait créer à combien? Et alors peut-être plus précisément, ministre-président, est-ce que vous avez un objectif chiffré en termes d'emplois à créer? Nous n'avons pas travaillé, enfin le professeur répondra pour sa part, on n'a pas travaillé comme cela parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille en fonction d'un certain nombre de besoins structurels, en fonction des déficiences que nous avons constatées. Et n'oublions pas que l'emploi est la conséquence de l'activité que nous générons, activité directe et indirecte. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous devons générer massivement de l'emploi privé. Et on doit créer un mouvement, c'est pour ça que je disais que la Wallonie doit se réinventer, on doit créer un mouvement, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'adhésion, de soutien, on doit créer un mouvement qui fasse en sorte qu'il y ait un minimum d'optimisme, un minimum de prise de risque, pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Parce qu'à partir du moment où l'économie tourne, et c'est clair qu'avec la Covid, nous sommes cloués sur place, mais quand on sortira de la Covid, c'est l'objectif de ce que nous faisons ici, tout va dépendre de la dynamique qui sera créée et des effets d'entraînement. Bon, maintenant, le professeur d'économie est à mes côtés, et donc je vais lui céder la parole. C'est lui qui va vous expliquer comment on crée de l'emploi. Disons que bon, et peut-être que ça va vous décevoir, mais je ne crois pas que ça doit vous étonner. Non, il n'y a pas non plus, tout comme il n'y a pas d'estimation budgétaire, il n'y a pas non plus d'estimation du gain d'emploi. On est évidemment dans une période très compliquée parce qu'on a fait face à un choc extrêmement grave. Donc la performance en termes de produit national brut de la Belgique est la pire depuis 1945 en 2020, mais n'est pas la seule. C'est un peu la moyenne européenne. Maintenant, on peut espérer un rebond assez rapide parce que notamment il y a toute une série de gens qui ont été obligés d'épargner parce qu'il n'y avait plus moyen d'aller au restaurant, il n'y a plus moyen de voyager, etc. Donc pas mal d'économistes sont quand même assez optimistes sur le retour d'une croissance assez forte, avec un grand bémol évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes de circulation du virus, parce que les pays qui arrivent à vraiment vaincre le virus repartent très fort. C'est vrai de la Chine et d'une série d'économies asiatiques, c'est même vrai aux États-Unis d'ailleurs. Je crois qu'on a maintenant une réponse macroéconomique assez favorable, etc. Donc on va pouvoir se greffer là-dessus si en effet on arrive, si le vaccin va plus vite que les variants, on va dire, pour faire simple. Et donc il s'agira à ce moment-là d'avoir un effet d'entraînement. Maintenant, un des objectifs ici, c'est, puisque bon, la politique macroéconomique est avant tout, bon, au niveau monétaire, c'est la Banque Centrale Européenne, et au niveau budgétaire, c'est quand même beaucoup le fédéral qui a les stabilisateurs incorporés, automatiques, pardon. Et ici, il s'agit de faire face, disons, à des questions plus structurelles. Par exemple, il y a un taux d'emploi élevé, taux de chômage élevé, mais il y a des métiers en pénurie. Donc toute une série de choses ici sont proposées pour essayer de répondre à ce genre de problème.
il y a des besoins qui ne sont pas rencontrés. Donc je crois qu'a priori, il peut y avoir un effet tout à fait important, mais c'est sûr que ce sera à la limite plus l'ajout de toute une série de mesures que, disons, une mesure simple, transversale, qui va être la recette magique. Donc voilà, maintenant je crois qu'en effet, et si j'ai bien compris, l'administration va regarder de manière plus détaillée toute une série de mesures et on va sûrement être en contact pour arriver à quantifier de manière plus précise. Mais c'est sûr que c'est un exercice qui va prendre un certain temps quand même. Parce que j'imagine quand même que si on veut développer une filière pour qu'elle fonctionne, on a quand même une petite idée du nombre d'emplois nécessaires. Alors, oui, alors évidemment, on peut certainement aller voir quels sont les emplois qui se trouvent dans différentes filières. Je crois qu'il faut faire attention. La question des filières, alors ou bien on prend des choses assez générales comme la filière de la construction, par exemple. Et là, je crois qu'il y a évidemment pas mal d'emplois. Toute la question va être comment on arrive à arrimer les demandeurs d'emploi wallons à ces nouveaux jobs. Je crois que ça, c'est le genre d'exercice, en effet, qui peut être fait. Bon, après, il y a toute une série d'idées, par exemple, sur les filières où on est déjà fort, biotech, par exemple, et où on peut aller plus loin. Évidemment, on n'est pas les seuls à penser ça. Donc, il y aura une question de savoir jusqu'où on peut arrimer de manière plus importante. Donc, mais je crois que vous avez raison, ce serait utile d'avoir, et ce sera évidemment très important pour les calculs budgétaires, de voir jusqu'où le retour en termes d'emploi peut être suffisamment significatif. À cet égard, si je peux me permettre une remarque, comme vient de dire le professeur, c'est clair que la volonté est de créer un mouvement qui crée de l'emploi, mais on va devoir en parallèle, en termes de formation, travailler d'abord dans une relative urgence, et puis à moyen terme, et puis à plus long terme, parce que il est assez insupportable de constater à quel point, aujourd'hui déjà, malgré le chômage qui est quand même important dans notre région, il y a des emplois non pourvus et des chefs d'entreprise qui se plaignent. Et donc là, on a un grand effort à faire. Donc là aussi, dans les propositions du Conseil stratégique, comme d'ailleurs déjà dans les task force, il y a des propositions concrètes et on va mettre le turbo pour y parvenir. Alors là aussi, rien que ce que je viens de dire, ça va prendre des mois. Et pour ce qui est de l'enseignement en alternance, il faudra que nous puissions convaincre la Fédération Wallonie-Bruxelles de travailler pour l'enseignement qualifiant en tenant compte de la réalité qui est différente en Wallonie et à Bruxelles. Donc moi, je ne parle pas de réforme institutionnelle, etc. Je l'ai déjà dit, ça relève des présidents de parti, ce n'est plus de ma responsabilité. Mais à tout le moins, si on veut réussir, il faut que le monde de l'enseignement qualifiant, dont les règles dépendent de la fédération, puisse, créer des synergies avec les milieux professionnels, non seulement les centres de formation professionnelle, mais les milieux professionnels, les entreprises. Et donc, c'est un défi qui est un défi majeur. J'ai eu déjà plusieurs conversations avec mon collègue Pierre-Yves Géolet, qui, je crois, est convaincu. Nous allons continuer à travailler, mais je dois reconnaître que la Covid nous a arrêtés en plein vol, parce que je vous passe le détail du nombre d'heures semaines que les uns et les autres, dont moi-même, nous devons consacrer à cette crise épouvantable. Mais donc, voilà un peu... c'est en fait un effet, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est très orthodoxe, c'est un effet de tenaille, à la fois une relance de l'activité, mais aussi
être capable de fournir nous-mêmes une capacité de gens employables, de gens qui ont la formation suffisante, sans quoi viendront d'autres régions, d'autres pays, des gens dont les acteurs économiques ont besoin. Merci. Sans rentrer dans le détail des mesures, quelle est la particularité de ce plan-ci par rapport à d'autres plans que mes confrères et moi avons déjà eu l'honneur de couvrir? Oui, et peut-être moi aussi. Oui. Mais, en termes de philosophie, de méthode, d'approche. La philosophie est fondamentalement différente. Nous sommes ici dans une approche bottom-up et on n'est pas dans une approche top-down. C'est-à-dire que ce que nous avons fait dans le plan Marshall, et nous l'avons bien fait, hein, c'est un peu ce qu'on a dû faire pour la facilité, pour la reprise et la résilience, parce que nous avions une urgence, on devait répondre à la Commission européenne dans des délais très courts, et en plus il fallait des projets relativement mûrs. Donc là, on n'a pas eu ce processus, tandis qu'ici, on a un processus où, on fait appel à 250 experts du terrain. On fait appel à toute la population wallonne, en tout cas qui souhaite formuler des propositions. Puis on demande à 9 professeurs d'université de plancher durant des mois sur l'ensemble de ces propositions, de faire des analyses et de nous aider à prendre une décision. Ce processus-là fait la grande différence avec ce que nous avons fait par le passé. Et enfin, pour être vraiment très sincère avec vous, il y a une autre dimension, c'est pour ça que j'ai insisté, c'est que la fois passée, on a agi. Le gouvernement a bien agi, quelle que soit la majorité. Mais il n'y a pas eu le relais espéré. On n'a pas senti cette volonté de finalement se sortir de certaines difficultés. Et aujourd'hui, je le répète, malgré tous les moyens financiers qui sont sur la table et qu'il y aura sur la table, les efforts que nous fournissons, ce bottom-up process, malgré tout ça, s'il n'y a pas un minimum de volonté dans les différents opérateurs, quels qu'ils soient, de prendre le relais, on ne gagnera pas ni le 400 mètres relais, ni, je ne sais pas moi, le 1000 mètres relais. Il va falloir... Le gouvernement seul, je le répète pour la deuxième fois, ne peut pas tout. Ça, peut-être que dans certains régimes, mais là, je vous tiendrai jusqu'à minuit. Mais ce n'est pas tout à fait le régime dans lequel nous vivons dans notre pays. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai encore une question essentielle, je pense. On parlait des anciens plans. Un reproche qui avait été fait, c'était l'absence d'évaluation. Je sais que sur la fin, l'IWEPS, pour les plans Marshall, a quand même fait certaines choses, mais c'est vrai que c'est très difficile, quand on se replonge dans les anciens plans, de trouver des évaluations très régulières. Oui. Est-ce qu'ici, il va y avoir un monitoring permanent? Et qui va l'assurer? Le Conseil stratégique ou le Haut Conseil stratégique? Non. Alors, donc, ni l'un ni l'autre, parce que ce sont des fonctions... Je sais que l'opposition perd son temps s'amusant sur ces concepts, mais il n'y a pas de quoi ni rire ni s'amuser. Donc le Conseil stratégique, on l'a appelé tel quel parce qu'il a un rôle stratégique. Et le Haut Conseil stratégique, dans le cadre de l'accord du gouvernement, ce n'est rien d'autre que 4 personnes qui, à l'instar des inspecteurs des finances pour la dimension budgétaire, vont devoir analyser, quand les dossiers viennent au gouvernement, l'impact à la fois sur la pauvreté, l'impact sur l'environnement et, pour faire simple, l'impact sur l'emploi. Il n'y a rien de risible, il n'y a rien d'exceptionnel. Nous voulons qu'il en... Non, attends, j'en arrive, mais j'essaie. Oui, mais je me permets quand même de donner quelques explications de manière la plus pédagogique possible. Je connais quand même un petit peu la musique que l'on joue, notamment certains au Parlement. Et donc,
ici, il y aura bien sûr une évaluation. Dans la gouvernance, il y aura une évaluation et nous nous ferons aider, bien sûr, par l'IWEPS. Nous avons un centre scientifique important à la disposition de la Wallonie, avec des gens compétents, et donc nous travaillerons. Et s'il faut que nous fassions appel à l'un ou l'autre professeur, nous pourrions bien entendu le faire. Mais donc, oui. Et cette fois-ci, et là vous avez raison, on doit être plus attentif à une évaluation qui soit une évaluation, je dirais, en cours de process, pour ne pas attendre la fin pour évaluer. Mais j'en termine. Nous allons mettre au point un mécanisme de gouvernance qui fasse en sorte que chaque étape, depuis le concept émis par le Conseil stratégique, l'opérationnalité que nous ferons entre les cabinets et l'administration, et puis il faudra trouver un mécanisme pour que chaque étape qui passera de cette conceptualisation à la réalisation soit suivie, parce que si on ne le fait pas, je crois qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Mais donc on est tout à fait conscient de ces questions, à la fois de gouvernance, de suivi et bien sûr, comme vous l'indiquez, d'évaluation. Alors, puisqu'il nous faut quand même quelques symboles, si vous le voulez bien, je vais demander à monsieur le professeur qu'on puisse s'avancer pour qu'il me remette officiellement le rapport. Normalement, tout est digitalisé, mais alors vous ne voyez rien. Donc, on a demandé à notre consultant, qui se demandait pourquoi il fallait faire du papier, de nous faire un rapport papier. Voilà, donc nous avons aussi un rapport papier.